Les Éditions de l'Homme et Recto Verso éditeurs vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est au tour de mon auteur invité de cette semaine, Jean Désy, de vous présenter son ouvrage littéraire. Et quel est le titre de votre ouvrage littéraire, M. Désy? Je dirais, après y avoir réfléchi un peu, là, que c'est l'Iliade, mais réécrit par Alessandro Baricco, l'auteur italien qui avait écrit Soi et Novecento. Mais moi, j'avais lu l'Iliade dans la version originale, mais en traduction française là, d'Homère. Et Alessandro Baricco, comme immense littéraire, s'est donné le mandat de faire une espèce de réécriture moderne, modernisée de l'Iliade. Et il a enlevé les propos des dieux et ça donne... on replonge dans l'Iliade telle que je l'avais vécu en lecture il y a à peu près 25 ans ou 30 ans. Mais c'est fou, là, la qualité. Puis en même temps, c'est de nous permettre à nouveau de prendre contact avec une littérature, mais universelle, là, celle d'Homère. C'est que l'Iliade d'Alessandro Baricco, wow! En fait, moi, je donne un cours de littérature universelle depuis 12 ans, là. Puis je fais lire Hamlet de Shakespeare, Faust de Goethe, Crime et Châtiment de Dostoïevski, le Tao Te Ching de Lao Tzu, Regard et dans l'espace de Saint-Denis Garneau. Mais l'Iliade, réécrit par Alessandro Baricco, pourrait vraiment faire partie de ces chefs-d'œuvre impérissables. Là. Je veux dire, moi, je me sens gâté. Là, j'ai la possibilité d'obliger mes étudiants à lire des chefs-d'œuvre. Mais c'est tout un cadeau. Quand tu as lu Hamlet, ben là, quand tu es prof, tu n'as rien d'autre à dire que de dire aux étudiants. Puis, je veux dire, ça fait toujours l'unanimité. Il n'y a personne qui est indifférent à Hamlet. Il n'y a personne qui trouve Crime et Châtiment qui ont 20 ans. Là, nul. Je veux dire, c'est un roman de 800 pages, là, mais les chefs-d'œuvre ont cette qualité que, quelque part, là, une fois que tu l'as lu, tu pourrais passer 15 cours de 3 heures là-dessus. Mais il faut quand même le faire de vouloir s'attaquer justement à une œuvre comme l'Iliade. De la part de Baricco? De Baricco, oui. Oui. C'est d'un point de vue littéraire, comme écrivain, wow, quelle capacité a cet artiste-là de nous retremper, puis aussi de moderniser la langue. Puis en même temps, le problème, c'est que dans l'Iliade et dans l'Odyssée, il y a beaucoup d'interventions des dieux qui alourdissent, mais entre guillemets, d'un point de vue moderne, le texte. Mais en même temps, moi, j'ai lu et je fais lire parfois Édipe roi de Sophocle. Wow! Je pense, moi, que quiconque s'intéresse au théâtre, à la psychanalyse, au monde de l'Antiquité, peut pas beaucoup s'épargner la lecture d'Édipe roi de Sophocle. 1, parce que c'est extraordinairement facile d'accès. 2, wow! Quand tu as lu ça, tu dis, quel chef-d'œuvre total. Puis là, ça date de 2500 ans ou 2000, en tout cas. C'est impressionnant de savoir. C'est impressionnant, cette espèce de pérennité de certaines œuvres, malgré les millions d'œuvres qui ont été écrites, là. J'aime beaucoup cette espèce de grande... Ça me rassure, moi, sur le sort du monde, le fait que les humains n'aient pas oublié peut-être l'essentiel, là. Depuis, en littérature, dans le monde des œuvres d'art, là, ça me rassure. C'est un peu naïf de parler comme ça, là. Peut-être qu'on en a oublié beaucoup, mais qu'on soit encore capable d'avoir accès à Sophocle, maintenant, en 2015, wow! Wow! Ça, je trouve que voici une des joies profondes que la littérature peut permettre. Je prendrais nier la qualité des œuvres contemporaines, mais laquelle des œuvres qui sont publiées depuis 50 ou 100 ans va être le chef-d'œuvre qui va passer le temps? C'est dur à dire. C'est extrêmement difficile, mais moi, quand lire Don Quichotte de Cervantes, là, c'est pas facile de lire les premières 200 pages de Don Quichotte, mais wow, une fois qu'on a accepté d'aborder Don Quichotte de Cervantes, on se dit, tiens, ben, puis en même temps, Kundera plein de monde le considère comme le premier roman du monde de l'écriture du roman, là, mais wow, en tout cas, ça c'est pas, donc, l'Iliade d'Homère, mais revampée par Alessandro Baricco. Est-ce que c'est un bon moyen pour les gens qui n'ont jamais lu l'Iliade de commencer avec ça, puis si on a aimé, après d'aller lire l'original? Je pense que ça serait facile de dire oui. En même temps, là, si on est un passionné du monde de l'Antiquité, puis qu'on a envie de se plonger dans Homère, peut-être qu'il faut lire l'Iliade dans sa version initiale, originale. C'est à peu près comme quand on souhaite lire la Bible, ben, peut-être que là, il ne faut pas trop lire des versions revampées, modernisées. Il faut lire la Bible le plus proche possible du texte fondamental. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est avec bien des restrictions. Là, je ne suis pas un spécialiste de la Bible, mais puis en même temps, qui est capable de lire la Bible dans le langage premier avec lequel il était écrit. Là. Mais en tout cas, je ne sais pas.
Oui et non, mais c'est plus qu'un jeu que Barrico a voulu faire. Il s'est adonné à plus qu'un jeu, parce que je pense que lui-même avait affronté certaines difficultés quand il a plongé dans l'Iliade d'Homère. Puis c'était un beau cadeau qu'il fait au lecteur. J'aime ça beaucoup, cette idée que les artistes sont des artistes pour toutes sortes de raisons qui tiennent à eux, mais il y a un rapport de don. L'artiste fait un cadeau à un lecteur qui est surtout pas moins intelligent ou plus nul que lui. C'est tannant, cette idée de hiérarchie, là. Non, moi, quand j'écoute du Jean-Sébastien Bach, je suis pas Jean-Sébastien Bach, là, mais je me sens pas plus nul que Jean-Sébastien Bach. Il me fait un cadeau, il me passe une musique qui, je pense, vient de quelque part, là, du cosmos, là. Une transmission, Une transmission. Je pense que les artistes majeurs sont des messagers d'abord. Et mon sentiment d'exister est d'autant plus grand qu'il y a des artistes qui me font des cadeaux. Je pense que Barrico, comme immense écrivain contemporain, fait un cadeau au lecteur. Puis le lecteur, son cadeau, lui, c'est d'accompagner Barrico. Et je serais curieuse de savoir comment vous faites votre sélection d'ouvrages que vous faites lire à vos étudiants en littérature. Ben, pour le cours de littérature universelle, c'est certain que moi, j'ai eu des coups de cœur dans ma vie. Là. Ça fait 35-40 ans que je lis. J'ai des amis aussi, poètes, des littéraires, des profs, qui m'aident, comme quand est venu le temps de faire un choix autour du chef-d'œuvre de littérature québécoise, il y a une relative unanimité autour de moi que le chef-d'œuvre, parmi les chefs-d'œuvre de tous les livres publiés au Québec depuis que le Québec existe comme lieu de littérature, c'est Regards et Jeux dans l'espace de Saint-Denis Garneau. Il y en a plein qui ne seront pas d'accord. Il y en a qui pourraient mettre La Marche à l'amour ou L'Homme rapaillé de Gaston Miron. Quand je fais lire, moi, Regards et Jeux dans l'espace de Saint-Denis Garneau, qui est un petit recueil de rien, là, 100 pages, un peu plus, c'est le seul texte de Saint-Denis Garneau publié. Quand mes étudiants qui ont 20 ans, qui sont 9, lisent Hamlet, puis ils lisent le Tao Te Ching de Lao Tzu, qui est un chef-d'œuvre aussi de littérature, mais philosophique asiate, quand ils abordent Regards et Jeux dans l'espace, ils n'ont jamais le sentiment que c'est une œuvre secondaire ou qui est un petit peu ordinaire par rapport aux autres. Non. On découvre, en la plaçant avec des chefs-d'œuvre, toutes ses qualités. Puis c'est assez fascinant, ça. Donc, je choisis ça en fonction de mes lectures, de mes coups de cœur, des étudiants aussi. Comme parfois, j'ai fait lire des textes qui, les étudiants eux-mêmes, à 20 ans, m'ont fait comprendre qu'il y avait des restrictions vis-à-vis de ce que moi, je trouvais comme une grande œuvre. Puis il y en a d'autres. En fait, c'est un peu bête, puis c'est très, très partiel ce que je vais dire là, mais l'unanimité, en général, dans une époque et à travers les siècles, finit par être un élément important, pas le seul, de ce qui va être une œuvre majeure. Ça serait difficile là, de dire que la Joconde n'est pas une œuvre importante dans le monde de la peinture. Ça serait vraiment difficile. Là. On peut trouver des restrictions, on peut trouver... Hein, c'est que vis-à-vis de certains, il y a des trésors ou il y a des piliers de la littérature universelle. Moi, je pense que 100 ans de solitude de Garcia Marquez, c'est une œuvre fondamentale. Le Tao Te Ching de Lao Tzu, moi, je trouve que dans un cours de littérature universelle, on est en Occident, on est très marqué par le monde occidental de la culture. À ce moment-ci, plus que jamais, il faut s'ouvrir au monde oriental, qui est le yin du yang, là, c'est l'envers du monde. Puis le Tao Te Ching, qui est vraiment pas une œuvre c'est pas 5000 pages, là, c'est tout petit. La puissance et le contenu du Tao Te Ching de Lao Tzu, ça c'est fou. Moi, je fais lire le Tao Te Ching et sérieusement, il y a des évangiles de Saint Luc tirés du Nouveau Testament qui sont comme des copier-coller de certains strophes ou certains passages du Tao Te Ching. J'exagère pas, les étudiants n'en reviennent pas là. Puis en même temps, ben là, l'interrogation sur la nécessité du vide est extraordinairement importante dans le monde asiatique. Puis je suis pas certain qu'en Occident, on se préoccupe suffisamment de la valeur ou de la qualité ou de la nécessité de notre rapport au vide. Je parle pas du néant, là, il y a une différence majeure. Ça, c'est fascinant de voir à quel point les étudiants disent « Wow, il faut réussir à garder pied dans un vide nécessaire dans nos existences si on veut être en harmonie. » C'est pas rien. Il faut lire le Tao Te Ching, puis là, ça peut s'éclairer. Ben merci, M. Désy, de ces belles suggestions littéraires et votre grande passion pour la littérature. Si vous me permettez, on s'arrête et dans les prochains instants, je vous présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Merci, cher.